Le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay largue une bombe A baptisée Little Boy sur la ville japonaise de Hiroshima. D'une puissance de 13 kilotonnes, la bombe décime la ville en quelques secondes. 3 jours plus tard, la ville de Nagasaki subit à son tour le feu nucléaire. Ces deux explosions qui ont changé l'histoire marquent la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Un conflit sanglant qui a opposé, loin de l'Europe, une armée japonaise fanatisée et des Américains sûrs de leur puissance. Bilan des combats, plus de 3 millions de morts et un pays presque entièrement dévasté. 70 ans après la guerre, le Japon s'est relevé et a érigé sur son territoire des monuments pour ne jamais oublier. Mais derrière la modernité des villes aujourd'hui entièrement reconstruites, des traces de ces épisodes terrifiants de l'histoire restent encore à découvrir. Sur les îles d'Okinawa où ont débarqué les Américains, ou autour des villes d'Hiroshima et Nagasaki, des scientifiques et des passionnés consacrent leur vie à mettre au jour les derniers vestiges de la guerre. Au cours de leurs enquêtes, ils découvrent des témoins précieux de la violence des combats, du sort réservé aux civils pendant les derniers mois de la guerre, ou des dégâts terribles causés par l'arme nucléaire. L'analyse de ces objets qui ressurgissent du passé raconte sous un jour nouveau ces quelques mois de l'année 1945 qui ont précipité la chute du Japon impérial et qui ont fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère, celle d'un possible anéantissement total. En 1942, le Japon de l'empereur Hirohito est au fait de sa puissance. Allié à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste, son empire s'étend de la Chine du Nord à la Corée, en passant par l'Indochine, les Philippines et l'essentiel de l'Asie du Sud-Est. Poussé par son désir d'expansion, l'empereur veut affirmer son emprise sur la région. Sans même avoir déclaré la guerre aux États-Unis, il lance un raid sur la base de Pearl Harbor à Hawaï, le quartier général de la flotte américaine dans le Pacifique. Le 7 décembre 1941, l'amiral Yamamoto envoie 6 porte-avions et 400 avions sur Pearl Harbor. Pour les Américains, la surprise est totale et le bilan terrible. 2400 soldats tués et une partie de la flotte détruite. Le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le président Roosevelt a prononcé un discours dans lequel il a dénoncé le jour de l'infamie et déclaré la guerre au Japon. Les Américains considéraient que c'était une attaque surprise qui n'avait pas été provoquée et ils voulaient prendre leur revanche. En fait, cette attaque a permis à Roosevelt de surmonter le sentiment de nombreux Américains qui préféraient que les États-Unis restent en dehors de la guerre en Europe. Pour venger Pearl Harbor, l'armée américaine s'attelle à reconquérir l'empire japonais île par île. Île Marshall, île Salomon, Saipan, les Philippines. Les batailles se succèdent et les soldats nippons reculent. Pour les Américains, un débarquement au Japon est la dernière étape de cette inexorable reconquête. Après la célèbre bataille d'Iwo Jima, le commandement américain vise enfin Okinawa, des îles subtropicales situées juste au sud de l'archipel nippon. L'archipel d'Okinawa avait une importance stratégique pour les États-Unis parce qu'il permettait de couper le Japon de toutes ses bases dispersées en Asie. Il permettait aussi à l'armée américaine d'avoir une plateforme de lancement pour envahir les îles principales du Japon. L'invasion d'Okinawa aura pour nom de code Opération Iceberg. Elle sera le plus grand assaut de la campagne du Pacifique. 290 000 soldats mobilisés et une force aéronavale surpuissante pour appuyer le débarquement au sol. En mars 1945, les GIs commencent par saisir les petites îles Kerama. Le 1er avril,
Ils débarquent sur la côte ouest de l'île principale d'Okinawa. Ils n'y rencontrent qu'une résistance très faible et viennent à bout facilement du centre et du nord de l'île. C'est dans le sud, où se trouvent des centaines de grottes naturelles, que la résistance japonaise va s'organiser. La forêt du sud d'Okinawa a donc été le théâtre d'une des plus violentes batailles du Pacifique. C'est ici que des milliers de soldats japonais se sont retranchés pour leur ultime combat. Photojournaliste et archéologue amateur, Tetsui Hamada conduit ses propres fouilles à Okinawa depuis 15 ans. Au cœur de la jungle, il parvient à retrouver des traces du système de défense de l'armée japonaise qui ont traversé le temps. Vous avez ici une cavité que l'on appelle piège à poulpe en japonais, où se cachaient les soldats de l'armée impériale. Il y avait probablement 1 ou 2 soldats qui pouvaient tenir là. Depuis cette hauteur, ils pouvaient attendre que l'ennemi arrive pour tirer. Au fond du trou, un renfoncement permettait aux soldats d'être invisibles depuis la surface en cas d'arrivée de l'ennemi. Des centaines de cavités de ce genre ont été creusées par les soldats dans la forêt pour prendre les Américains par surprise. En retrait de ces trous, Tetsui a également retrouvé un vaste réseau de tranchées. Ici, nous avons une tranchée dans laquelle se déplaçaient les soldats. Elle devait faire entre 1,30 m et 1,50 m de profondeur pour qu'ils puissent circuler en position accroupie sans être vus par l'ennemi. Mais les soldats japonais, même retranchés dans ce labyrinthe végétal, ne font pas le poids face à l'armada américaine. Sur cette ligne de front, la dernière avant l'océan, les Japonais tombent les uns après les autres. Tetsui Hamada met au jour des restes de soldats dans presque chaque tranchée. Oh, regardez, il y en a un ici. Ah, et ça aussi. Ils sont tous brisés. Il a dû être bombardé. Ah, c'est impressionnant. Ça, c'est un fémur. Tout est en miettes, le pauvre. Ils ont dû mourir en prenant une bombe de plein fouet qui les a propulsés contre les rochers. L'état des os éparpillés laisse penser qu'ils ont été directement touchés par l'explosion. Pendant plusieurs semaines, les combats font rage. Les Japonais connaissent parfaitement le terrain et les endroits où se retrancher. Mais les Américains sont pressés d'en finir. Pour les déloger de leur cachette, ils mettent en place des méthodes aussi efficaces que cruelles. La nouvelle zone d'enquête de Tetsuji Hamada porte les traces du jusqu'au-boutisme des deux camps. Il s'agit d'une grotte de calcaire restée inexplorée pendant 70 ans. Les soldats japonais s'étaient enterrés dans les boyaux les plus profonds de la grotte, ne sortant que pour lancer des raids contre les troupes américaines. Aux côtés de Tetsuji Hamada, 130 étudiants originaires de tout le Japon sont venus l'aider dans son travail de fouille.
Il y a aussi ce kampan, qui est une ration de survie que les soldats japonais gardaient avec eux. Elle a probablement été brûlée au lance-flammes, car elle est toute carbonisée. Ces rations alimentaires portent les marques du lance-flamme. C'est cette arme que les Américains décident d'utiliser massivement pour déloger les Japonais. Quelques soldats acceptent de se rendre avant l'assaut et sont faits prisonniers, mais des milliers d'autres sont brûlés vifs ou asphyxiés. Certains préfèrent se suicider plutôt que de tomber aux mains des Américains. C'est une grenade de l'armée impériale japonaise. Les soldats en avaient chacun deux, une pour attaquer l'ennemi et l'autre pour se donner la mort. Lorsqu'on fait des fouilles d'ossements, il arrive de retrouver des crânes dont la mâchoire est complètement explosée. Ça s'explique par le fait qu'ils se donnaient la mort en serrant la grenade contre eux, comme ceci. De nombreux objets retrouvés au cours des missions archéologiques sont rangés ici, dans le musée de Isamu Kuniyoshi, un ami de Tetsuji Hamada. Isamu conduit ses propres fouilles depuis près de 60 ans. Il a accumulé la plus grande collection de vestiges de la bataille d'Okinawa. Sur les étagères, des fusils, des bombes, des mines antipersonnelles, des grenades. Un nombre d'armes impressionnant qui témoigne de l'intensité des combats pendant les 3 mois de la bataille d'Okinawa. Parmi les pièces les plus personnelles de sa collection, des plaques de centaines de Japonais, mais aussi d'Américains. Elles sont souvent les seuls souvenirs des soldats tombés au front. Ici, il est écrit Yama N3475. C'est une plaque d'identification. Tous les soldats se voyaient attribuer un matricule. Seuls les officiers avaient leur nom complet gravé sur cette plaque, contrairement aux soldats ordinaires qui n'avaient qu'un numéro. Il n'y a donc que les plaques d'officiers que l'on peut restituer aux familles. Pendant que les combats font rage au sol, une autre bataille décisive se joue en mer. Plusieurs destroyers et porte-avions américains et anglais croisent au large pour appuyer le débarquement au sol. Pour contre-attaquer, le quartier général nippon choisit une tactique terrifiante et désespérée, l'envoi des kamikazes. En avril 1945, le commandement japonais coordonne la plus vaste attaque suicide de la guerre du Pacifique. Rien qu'à Okinawa, plus de 1400 pilotes sont envoyés s'écraser sur la flotte ennemie. À partir de la fin de l'année 1944, la stratégie des kamikazes était sans doute le seul moyen qui restait. Une stratégie inhumaine d'où personne ne revient. Pourtant, il ne s'agissait pas d'attaques menées dans un élan de fanatisme survolté. Je pense au contraire que les kamikazes partaient dans le calme d'une personne qui va simplement prendre ses responsabilités. Au large des côtes d'Okinawa, gisent encore de nombreux bateaux coulés par les avions kamikazes. Jan Veroch est plongeur professionnel. Installé dans l'archipel depuis 10 ans, il connaît parfaitement les fonds sous-marins de la région. Aujourd'hui, il part explorer une épave de la bataille d'Okinawa, l'USS Emmons.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce destroyer de 106 mètres de long était l'un des fleurons de la marine des États-Unis. En juin 1944, il participe à l'opération Overlord et appuie le débarquement en Normandie. Il est ensuite converti en démineur et envoyé à Okinawa pour participer à l'opération Iceberg. C'est là que son destin bascule. L'épave est en bon état parce qu'il y a très peu de plongeurs qui viennent ici. Elle est assez profonde, à 45 mètres sous l'eau, donc il faut être très expérimenté pour y aller. L'épave n'a été découverte qu'en 2001 par les gardes-côtes et les pêcheurs japonais. En fait, les pêcheurs avaient remarqué des traces d'huile dans la mer et ils ont appelé les gardes-côtes qui ont repéré quelque chose avec un sonar. L'USS Emmons gît au nord d'Okinawa, au large de l'île Kuri. Le destroyer est couché sur le flanc. Sur le navire, on distingue parfaitement les traces de son passé militaire. Sur le pont, plusieurs batteries de canons antiaériens sont encore en place. Tout près de l'arrière, se trouvent encore les lanceurs de grenades sous-marines. Ce système de défense était parmi les plus efficaces de la flotte. Pourtant, le destroyer ne pourra pas résister à une attaque kamikaze dévastatrice. Le 6 avril 1945, 5 avions japonais le frappent simultanément. Les deux premiers touchent la zone arrière et détruisent l'hélice et le gouvernail. Le troisième frappe le poste de communication côté tribord, juste devant le mât. Le quatrième atteint le destroyer un niveau au-dessus du troisième impact, côté bâbord. Le dernier avion se crache à l'avant, juste devant le canon numéro 1. À côté de l'épave, gît encore le moteur de l'un des appareils japonais qui a frappé le navire. Au soir du 6 avril 1945, le destroyer est hors service. Le lendemain, les Américains préfèrent le couler eux-mêmes plutôt que de le voir tomber aux mains des Japonais. Après la découverte de l'épave, une plaque a été fixée par l'armée américaine. Elle rend hommage à chacun des marins tombés au combat. Sur les 254 membres d'équipage, 52 sont morts ou disparus. Presque tous étaient des réservistes. Au fil des semaines, les pertes militaires s'accumulent côté américain et japonais. Mais les soldats ne sont pas les seuls à payer de leur vie l'invasion d'Okinawa. Sentant que la défaite est proche, le commandement nippon décide d'encourager les civils à se suicider. La propagande menée contre les Américains consistait à dire qu'il était préférable de se tuer plutôt que d'être capturé par l'ennemi, qui s'amuserait alors à vous torturer. Cette propagande, qui était bien enracinée à Saipan et dans les autres îles, a entraîné non pas seulement les soldats, mais aussi les civils à se donner la mort en se jetant d'une falaise ou en se faisant exploser à la grenade. Sur l'île de Tokashiki, Yoshikatsu Yoshikawa accepte de témoigner de cette page noire de l'histoire japonaise. Il nous emmène à l'endroit précis où les autorités de son village ont regroupé les habitants, ce jour de mars 1945, pour organiser leur suicide collectif.
Il avait 6 ans à l'époque. C'était peu après le débarquement des Américains. Les avions et les obus fusaient au-dessus de sa tête. Nous sommes venus depuis nos abris antiaériens jusqu'ici en suivant la rivière. Quand je suis arrivé, c'était déjà noir de monde et les gens formaient des groupes par famille. Peu de temps après, le maire a crié « Longue vie à l'empereur !» Mon grand frère de 16 ans, qui travaillait à la mairie, est venu vers nous avec 2 grenades à la main et nous a dit « À notre tour de le faire ». Nous nous sommes regroupés en cercle et mon frère a tapé la grenade contre une pierre avant de la lancer au milieu de nous. Mais après 5 secondes, 10 secondes, la grenade n'a pas explosé. Mon frère a pris la deuxième et a fait de même, mais elle n'a pas explosé non plus. Ma mère a dit à mon grand frère Yusuke, « Jette ces grenades et suis tes cousins. Ce n'est pas le moment pour nous de mourir. » Yoshikatsu et sa mère parviennent à s'enfuir. Mais le père du petit garçon est mortellement touché par un éclat de grenade. Comme lui, près de 400 habitants ont trouvé la mort lors de cette journée absurde. Au total, les pertes s'élèvent à 220 000 Japonais et 12 000 Américains en à peine 3 mois de combat. Les noms des morts des 2 camps sont inscrits sur les stèles du Mémorial de la Paix sur l'île principale d'Okinawa. Ces pertes colossales ont eu un impact immédiat sur la suite de la guerre. Okinawa sera finalement la dernière bataille de la campagne du Pacifique. Les Américains ont évalué les pertes de cette bataille d'Okinawa et ils ont pensé qu'une attaque des îles principales du Japon allait être extrêmement coûteuse en vie humaine. À ce moment-là, la guerre était terminée en Europe, en mai 1945, et les États-Unis se sont dit qu'ils voulaient juste ramener leurs hommes à la maison et si possible pas les pieds devant. Le commandement américain change donc de stratégie. Il renonce à débarquer sur les îles principales du Japon. Son objectif, accélérer le bombardement massif de l'archipel pour forcer l'empereur à capituler. Au cours des 6 premiers mois de l'année 1945, 67 villes ont déjà été frappées et en grande partie détruites, parmi lesquelles Tokyo. En août 1945, ce sera au tour d'Hiroshima et de Nagasaki d'être réduites en cendres par une arme inédite qui changera à jamais la face du monde, la bombe atomique. La raison pour laquelle les États-Unis ont lancé 2 bombes atomiques de façon si rapprochée au Japon reste le sujet de débats enflammés aujourd'hui encore. Il y a l'explication traditionnelle. Truman a largué la bombe pour terminer la guerre rapidement et sauver 1 million de vies américaines. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres explications. L'une d'elles est que la bombe atomique a été le coup d'envoi de la guerre froide, pour montrer à Staline que les Américains avaient une nouvelle arme miraculeuse qui ferait des États-Unis la seule superpuissance. Pour cet ultime bombardement, les États-Unis veulent infliger un maximum de dommages à l'ennemi. Ils hésitent entre 5 villes, Hiroshima, Nagasaki, Kokura, Niigata et Kyoto. Toutes avaient été soigneusement épargnées des bombardements réguliers. Ce sera finalement Hiroshima, une ville de 350 000 habitants et un centre militaire important. D'après les documents d'archives, l'armée américaine cherchait une ville suffisamment grande et avec une surface assez plate et dégagée pour tester la capacité de cette nouvelle bombe.
Ils ont aussi choisi des villes qui n'avaient pas été encore bombardées jusque-là pour évaluer l'impact de la bombe. Le 6 août 1945, à 2h45 du matin, la forteresse volante B-29, baptisée Enola Gay, décolle de la base américaine de Tinian, dans les îles Mariannes. À 8h15, l'avion largue sur Hiroshima, la première bombe atomique de l'histoire. En quelques secondes, la ville est réduite à néant. Près de 70% des bâtiments sont détruits et environ 140 000 personnes sont tuées. Un bilan terrible qui s'explique par la position choisie par les Américains pour faire exploser la bombe. Le jour du 6 juin, l'avion arrive au-dessus d'Hiroshima à une altitude de 9600 mètres. Il a pour cible le pont Aioi, choisi pour sa forme en T, facilement reconnaissable depuis le ciel. À 8h15, il largue sa bombe légèrement à côté de sa cible initiale, à la verticale de l'hôpital Shima, situé à 300 mètres du pont. On appellera ce point l'hypocentre ou Ground Zero. En quelques secondes, l'explosion de la bombe Little Boy décime la ville. Les dégâts s'étendent sur une surface de 12 km². Si les effets de la bombe sont aussi dévastateurs, c'est parce qu'elle explose non pas au sol, mais en altitude. Une altitude déterminée précisément pour maximiser les dégâts. Little Boy explose à 580 mètres de hauteur. Elle engendre une première onde de choc qui s'étend comme une boule de feu. Cette onde se réfléchit alors au sol et crée une deuxième onde qui se propage à son tour à très grande vitesse et finit par fusionner avec la première. On appelle ce principe l'effet Max-Stem. À partir du moment où les deux ondes de choc s'additionnent, elle crée alors un front surpuissant parallèle au sol qui rase tout sur son passage. Après l'explosion, l'effet Max-Stem voulu par les Américains a presque détruit tous les bâtiments. Pourtant, l'un d'entre eux, le dôme de Genbaku, a tenu. Bâti en 1915 en briques et en béton, et non en bois comme les constructions japonaises traditionnelles, ce palais d'exposition industrielle était coiffé d'une coupole à armature d'acier recouverte de cuivre. Haut de 25 mètres, il était un point de repère du paysage pour les habitants d'Hiroshima. Si le bâtiment ne s'effondre pas entièrement lors de l'explosion, c'est qu'il est situé tout près de l'hypocentre, à 150 mètres au nord-ouest. Trop près pour subir le souffle horizontal ravageur de l'effet Max-Stem. Il est touché quasiment à la verticale, et ses solides piliers de béton parviennent à résister aux forces qui s'appliquent alors de haut en bas. Les températures extrêmes dues aux gaz incandescents calcinent tout ce qui peut brûler. Les 140 personnes qui se trouvent à l'intérieur sont tuées sur le coup. Le cuivre de la coupole fond instantanément, mais sa structure d'acier, le béton et les briques parviennent à résister à la chaleur. Voilà pourquoi une partie de l'édifice reste debout, au milieu des décombres. 70 ans après, le dôme de Genbaku est toujours là. Les autorités ont en effet décidé de le conserver dans son état de 1945. Il est devenu le symbole de la ville et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est aujourd'hui l'un des seuls bâtiments datant de l'explosion. Le reste de la ville a été entièrement reconstruit.
Rebun Kayo est médecin de profession. Marqué par une rencontre avec une survivante d'Hiroshima alors qu'il était enfant, il s'est très vite intéressé aux vestiges que la bombe a laissés derrière elle. Depuis une vingtaine d'années, il conduit ses propres fouilles archéologiques et parvient encore à retrouver les dernières traces de ce jour terrible d'août 1945. Accompagné de son ancien professeur Takashiro Satoda, il explore le lit de la rivière Motoyatsu, situé au pied du dôme d'Hiroshima. Ah, j'en ai trouvé une. C'est un angle, une pièce assez rare. Rebun peut effectuer ses fouilles uniquement au petit matin ou le soir, quand le lit de la rivière baisse sous l'effet de la marée. Une eau à moins de 10 degrés, des galets glissants et couverts de boue, les conditions de fouille sont pénibles. Mais Rebun parvient encore à trouver quelques pépites. Comme cette tuile qui couvrait une maison proche du dôme. Une tuile parfaitement bicolore, comme si l'un de ses côtés avait été recouvert de peinture. On distingue bien la partie de la tuile qui était recouverte de celle qui a fondu sous la chaleur de l'explosion. On dit que la chaleur dégagée par la bombe atomique était d'environ 4000 degrés pendant 2 secondes, laissant ce genre de marque uniforme sur les tuiles. En fait, c'est un bon moyen de distinguer les objets qui datent de cette époque et les autres. En 1955, la ville d'Hiroshima a érigé le mémorial de la paix pour exposer les objets datant de l'explosion. Lieu de mémoire et de recueillement, le musée a collecté plus de 20 000 objets ramenés par les survivants ou retrouvés lors de fouilles archéologiques. Des vestiges qui racontent, chacun à leur manière, le bombardement. Une montre figée à l'heure exacte de l'explosion, le vélo et le casque calciné d'un petit enfant, les habits en lambeaux d'un collégien, ou la boîte de riz d'un jeune garçon mobilisé pour des travaux en ville et qui ne mangera jamais son repas. Il y a aussi ce pan de mur sur lequel on devine encore, 70 ans après, l'ombre d'une victime de la bombe. Cette reconstitution, tournée après l'explosion, montre comment l'homme, qui devait s'être assis pour attendre l'ouverture de la banque, a laissé cette trace au sol. L'explosion atomique libère un flash tellement lumineux qu'il décolore toutes les surfaces, partout, sauf là où se trouvaient des objets ou des gens. Un pot d'échappement, une vanne de tuyauterie, un pot de fleurs, impriment ainsi des ombres au sol pour des années. En ville, l'explosion de la bombe atomique met hors d'usage 18 hôpitaux et 32 cliniques. 90% du personnel médical est décédé ou blessé. Personne pour prendre soin des rescapés, parfois très gravement brûlés. La plus grande confusion règne au milieu des décombres. Mais au large d'Hiroshima, une petite île a été épargnée, l'île de Ninoshima. C'est là-bas que vont être transportés des milliers de blessés après le bombardement. Rebun Kayo a décidé d'y mener des recherches pour y découvrir les derniers vestiges de cette époque. Les bâtiments ont aujourd'hui disparu, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île accueillait un important hôpital militaire. Ici, il y avait un établissement de mise en quarantaine où les soldats japonais de retour du front venaient recevoir un examen médical pour vérifier qu'ils n'étaient pas porteurs d'une maladie.
Il existait aussi le même type d'établissement pour les chevaux, qui partaient aussi sur le front pendant la guerre. Celui qui se trouvait à l'emplacement devant nous accueillait les chevaux de l'armée. Aujourd'hui, les bâtiments ont été détruits et la végétation a tout recouvert. Mais Rebun parvient encore à mettre au jour les anciennes fondations de l'hôpital militaire. C'est ici même qu'en 1945 ont été transportés les blessés après l'explosion, souvent dans un état critique. Rebun Caillot a creusé pendant 2 mois à l'endroit de l'ancien centre de quarantaine pour chevaux. Il n'a pu extraire du sol que quelques objets, une fiole, preuve du passé médical de l'île, mais aussi un peigne, une pipe, des boutons de chemise ou encore une boucle de ceinture. J'imagine qu'elle a été laissée là lorsque les os ont été récupérés. C'est ma première trouvaille. Elle me renvoie à un souvenir touchant car c'est celle qui m'a fait véritablement prendre conscience que je me trouvais sur une terre où des hommes sont morts et ont été ensevelis. Sur l'île de Ninoshima, la plupart des rescapés ne survivent pas. Ici, pas de funérailles ni de dernier hommage. Une partie des victimes est incinérée dans ce four où étaient autrefois brûlés les chevaux morts. Les autres sont enterrés en quinconce dans des fosses communes creusées par des soldats. Des centaines de corps qui ont depuis été déterrés et transportés dans la tombe des victimes inconnues au mémorial d'Hiroshima. Au moment de l'explosion, la bombe Little Boy libère une énorme quantité de radioactivité qui répand sur la ville un mal insidieux. Vomissements, diarrhée, perte de cheveux. De nombreux habitants qui ont réchappé à l'explosion ou aux incendies mourront plus tard de maladies. Aujourd'hui, la radioactivité est revenue à son niveau naturel à Hiroshima. Pour retrouver les traces des effets ravageurs de la bombe atomique, il faut se rendre à la Fondation pour la recherche sur les effets de la radioactivité. C'est ici que sont conservés les dossiers médicaux des milliers de survivants de l'explosion. Créé par les Américains en 1947 sous le nom de Commission sur les victimes de la bombe, le centre est aujourd'hui devenu une fondation nippo-américaine, gérée par les Japonais. Depuis la guerre et jusqu'à aujourd'hui, les rescapés d'Hiroshima s'y rendent régulièrement pour un suivi de leur état de santé. Ce sont des examens relativement ordinaires, à savoir la mesure de la taille et du poids, un questionnaire sur l'état de santé du patient, ainsi que ses antécédents familiaux, une radio de la cage thoracique, une échographie du cœur. La commission a laissé de très mauvais souvenirs aux Japonais. Pendant l'après-guerre, alors que le Japon est sous occupation américaine, le centre est accusé de traiter les survivants comme des cobayes. Dans un contexte d'occupation par les Américains, on m'a dit que des survivants ont été emmenés de force dans la commission et que les premières années ont été difficiles. Mais depuis que le groupe de survivants a été établi en 1958,
Après la fin de l'occupation, je peux vous dire que les survivants nous accordent leur participation de plein gré. La Fondation a également conservé soigneusement des échantillons biologiques prélevés sur les survivants. Environ 1 million d'échantillons de sang et d'urine pour observer l'impact de la radioactivité sur le corps humain, le système immunitaire et les cellules. Certaines sont conservées sous lamelles depuis 1947. D'autres, plus récentes, sont gardées dans de l'azote liquide à moins 185 degrés Celsius. Ça, c'est des cellules sanguines de survivants. Elles sont conservées ici, dans ces réservoirs d'azote liquide, depuis des dizaines d'années, afin que nous puissions les utiliser pour des recherches futures. Nous menons des études sur le système immunitaire, et plus particulièrement le fonctionnement des globules blancs. Il s'agit de la plus vaste étude épidémiologique sur les effets de la radioactivité. L'essentiel de ce que nous savons aujourd'hui sur les cancers et les autres pathologies causées par la radioactivité vient d'Hiroshima et de Nagasaki. Well, I think that survivors of the atomic bombing felt that they were mistreated. Je pense que les survivants ont eu le sentiment d'être maltraités. Ils venaient dans ce centre américain dans l'espoir d'être soignés, mais au lieu de ça, on les traitait comme des cobayes. Mais aujourd'hui, ça a laissé la place à l'idée que leur sacrifice ne devait pas être vain. Oui, ils avaient été exposés, oui, ils avaient souffert, mais avec un peu de chance, le monde apprendra les leçons de l'horreur des bombes atomiques et mon corps en fournira la preuve. Malgré le bilan d'Hiroshima, l'empereur Hirohito refuse de capituler. 3 jours seulement après la première bombe atomique, les Américains décident de frapper à nouveau le Japon. 3 jours d'écart. Ça ne laissait pas vraiment le temps aux Japonais d'évaluer les dégâts et d'élaborer une réponse. Les chercheurs affirment souvent que les Américains ont largué les bombes si rapidement parce qu'ils voulaient que les Japonais se rendent avant que l'Union soviétique entre en guerre et réclame une occupation conjointe du Japon. Le 9 août 1945, à 3h49 du matin, un nouvel avion B-29 s'envole. À son bord, Fatman, une bombe au plutonium encore plus puissante que celle larguée sur Hiroshima. Sa cible, la ville de Kokura. Mais une fois arrivé sur zone, des nuages se sont accumulés au-dessus de la région. Le pilote annule le tir et se dirige alors vers la deuxième ville de sa liste, Nagasaki. La cible initiale se situe au cœur du centre-ville, tout près du port. Mais en ce matin du mois d'août, le ciel est légèrement voilé et le pilote largue la bombe au mauvais endroit. À 11h02, Fatman explose 3 km plus loin, au-dessus de la vallée d'Urakami. Comme à Hiroshima, l'onde de choc se propage parallèlement au sol et dévaste tout sur son passage. Mais elle se retrouve bloquée par les collines qui entourent la vallée. La partie la plus peuplée de Nagasaki est épargnée, et les dégâts sont localisés autour de l'hypocentre de l'explosion. Dans la vallée d'Urakami, les dommages sont massifs. 8 km² détruits et 75 000 morts. Aujourd'hui, la ville a été entièrement reconstruite. Mais Ground Zero reste un lieu de mémoire particulièrement émouvant. Quelques vestiges rappellent l'ampleur du désastre, comme cette porte sacrée, coupée en deux. À Nagasaki,
C'est une cathédrale qui symbolise le bombardement, la cathédrale d'Urakami. Elle était située à seulement 500 mètres de l'hypocentre. Aujourd'hui, des statues récupérées dans les décombres sont exposées devant le nouvel édifice. À l'époque, il s'agit de l'une des plus importantes églises d'Asie. Nagasaki est alors le centre historique des chrétiens du Japon, notamment des catholiques. Shigemi Fukaori est l'un des fidèles de la paroisse. Ce 9 août 1945, il travaille dans les chantiers navals de la ville, situés à 3 km de l'hypocentre. Mais à l'église, l'activité bat son plein. Le 15 août, c'est le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Et beaucoup de croyants étaient présents à l'église pour préparer l'événement et confesser leurs péchés. Qui plus est, comme c'était les vacances, 15 enfants étaient venus à l'église et 2 prêtres pour mener à bien les confessions. Tous ont péri à l'intérieur suite à l'explosion de la bombe. Avant de revenir ici, j'étais persuadé que l'église avait tenu le coup, comme c'est un bâtiment grand et solide. Mais en arrivant au point zéro, la vue était dégagée et c'est là que j'ai remarqué qu'on ne voyait plus le clocher de l'église. Je me suis dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour ma maison. Le 9 août 1945, la cathédrale est frappée de plein fouet par le souffle de la bombe. Elle est pulvérisée. Après l'explosion, la statue du Christ est retournée. Une partie de la façade et quelques pans de murs toujours debout surplombent un paysage apocalyptique. Le reste de l'édifice est au sol, y compris le clocher qui a dévalé la colline. L'église a été reconstruite pour que le culte perdure et pour rappeler les siècles de persécution des chrétiens au Japon. Parmi les vestiges de l'édifice qui ont résisté à l'explosion, il y a une pièce particulière, celle qui a redonné l'espoir aux fidèles de la paroisse, le visage de la Vierge Marie, désormais surnommée la Vierge bombardée. La statue a été découverte par un prêtre d'Hokkaido qui l'a gardée pour lui avant de la rendre 30 ans plus tard. On a pensé un temps que ses yeux étaient en cristal, mais je pense que c'était du verre. Ils ont fondu. Mais seuls les yeux ont fondu et le reste du visage en bois a été préservé. C'est comme un miracle. Je me suis dit que c'est sûrement la façon dont Marie a voulu nous dire à quel point la guerre était mauvaise. Les noms des fidèles morts dans le bombardement sont inscrits dans cette pièce, sous le regard bienveillant de la Vierge. Sur les 12 000 chrétiens de la vallée d'Urakami, 8 500 ont été décimés par la bombe Fatman, et parmi eux, les 3 frères de Shigemi Fukaori. Après ce double bombardement atomique, l'empereur Hirohito annonce la capitulation sans condition du Japon. Plus de 100 000 Japonais avaient déjà trouvé la mort dans le bombardement de Tokyo le 10 mars 1945, c'est-à-dire un bombardement équivalent en termes de pertes humaines à Hiroshima et Nagasaki. Mais malgré tout, le quartier général impérial avait toujours l'intention d'aller jusqu'au bout. Mais avec Hiroshima et Nagasaki et le fait qu'autant de citoyens japonais étaient morts avec une seule bombe,
Je pense que le quartier général a enfin pris conscience qu'il fallait arrêter de sacrifier encore plus de gens innocents. 本当に罪のない人たちをこれ以上巻き込みたくないという思いにやっとそこで至ったのじゃないかなというふうに思います。Hiroshima et Nagasaki ont évidemment précipité la reddition du Japon. Mais un autre facteur a joué. Le 9 août, le même jour que Nagasaki, Staline décide d'envahir le Manchukuo, un État contrôlé par le Japon. Tous les généraux japonais savaient ce qui était arrivé au tsar de Russie pendant la révolution communiste. S'ils voulaient vraiment sauver l'empereur, la dernière chose qu'ils voulaient était de laisser Staline occuper conjointement le Japon avec les Américains. Ça aurait été une menace bien plus grande. La reddition face aux États-Unis était considérée comme un moindre mal. Et du fait de la bombe atomique, les militaires ont pu sauver la face. Ils n'avaient pas vraiment perdu au champ de bataille. Au terme d'une guerre meurtrière, la chute du Japon impérial a fait rentrer le pays dans une ère nouvelle. L'empereur a perdu son caractère divin et le Japon est devenu une démocratie. 70 ans après, le travail des archéologues et le témoignage des survivants rappellent à quel prix cette nation nouvelle a été construite. Ils permettent de reconstituer une page noire de l'histoire pour que les nouvelles générations n'oublient jamais ces jours d'août 1945 où la bombe atomique a anéanti les villes d'Hiroshima et Nagasaki.